à tous. Donc, merci de votre participation matinale sur ce 14e webinaire Santé-Environnement de la communauté Expertise Territoire. Je suis Stéphanie Favre, je travaille au CEREMA, je suis l'animatrice aujourd'hui de ce webinaire. Je travaille au CEREMA Centre-Est, donc sur les régions Aura et Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille plus particulièrement sur les sujets environnement, santé, évaluation. Et pour permettre à tout le monde d'arriver tranquillement avant notre intervention du jour, donc arriver tranquillement, ça veut dire éventuellement couper les micros, voir si vous préférez avec ou sans caméra, éventuellement vous présenter sur le chat aussi si vous le souhaitez. Et donc avant notre intervention du jour, qui serait logiquement à deux voix, donc avec Sylvie Médina de Santé publique France qui va nous parler des enjeux de la pollution de l'air et notamment des évaluations quantitatives d'impact sur la santé. Et si tout se passe bien, on aura aussi le témoignage de Myriam Planck du Grand Nancy qui nous rejoindra lors de ce webinaire pour témoigner de son expérience. Oui. Oui, je suis là. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc avant, pour laisser encore le temps à tout le monde d'arriver, je voulais juste vous rappeler la raison d'être de cette communauté environnement santé sur expertise territoire. Donc c'est une communauté d'échange entre professionnels pour tous les acteurs de la sphère santé-environnement. J'ai recherché un petit peu ce que ça pouvait vouloir dire santé-environnement pour mettre un petit peu de concret sur cette large appellation. Et hier soir, je suis tombée sur ce livre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et si la santé guidait le monde. Donc, c'est une approche de Laurent Éloi. C'est une approche économique de la santé environnement. Il y a un concept qui m'a plu dans ce livre, c'est le concept de co-bénéfice des politiques environnementales et des politiques de santé. Donc concrètement, lutte contre le changement climatique, lutte contre la pollution de l'eau, contre la destruction du vivant et de la biodiversité, lutte contre les nuisances sonores, olfactives, vibratoires et tous les liens qu'elles ont avec, toutes les implications qu'elles ont avec la santé humaine. Et donc là, ce qui implique aussi un travail conjoint entre les acteurs de la santé humaine, acteurs de la santé animale et tous les acteurs de l'environnement en termes de politique publique. Aujourd'hui, donc, on va se focaliser sur la qualité de l'air extérieur, mais dans nos précédents webinaires, on a parlé alimentation, on a parlé perturbateurs endocriniens, on a parlé qualité de l'air intérieur aussi, et radon, on a parlé de la végétalisation, on a aussi parlé des politiques transversales telles que One Health, l'urbanisme, prévention des cancers et coordination entre services. Donc, bonjour à tous. Je vois ceux qui arrivent. Le 30 juin, on aura le dernier webinaire avant la pause estivale et on abordera le sujet du travail en réseau et notamment en Île-de-France avec l'expérience d'Île-de-France. Et donc comment le travail en réseau sur ces politiques transversales par essence permettent donc une meilleure implication, une meilleure mobilisation des acteurs. Et je voulais vous dire aussi qu'on prépare actuellement les webinaires pour cet automne. On a déjà quelques idées de ce qu'on pourra vous proposer sur ce même rythme de 1 ou 2 fois par mois, 45 minutes les matins. Mais si vous avez des idées de collectivités qui tentent, qui expérimentent, qui s'interrogent sur les sujets santé-environnement et sur les implications, les organisations de services que ça implique, les nouvelles manières de penser que ça implique, et des actions qui peuvent inspirer les autres pour un passage à l'action. Vos idées sont les bienvenues, donc je vais vous mettre mon mail dans le chat. Vous pouvez partager vos idées, soit sur Expertise Territoire, soit par mail, et on pourra échanger sur la base de ces idées. Ce sera pour stimuler notre réflexion. Toutes ces idées seront les bienvenues, elles seront bien sûr exploitées. Et si même si ce pas des idées concrètes, mais si c'est juste des envies d'entendre parler d'un sujet, on pourra aussi chercher ensemble des intervenants qui répondent à vos questions. Voilà, comme tout le monde est là, je pense que je vais pouvoir passer la parole à Sylvia Médina de Santé publique France. Est-ce que c'est tout bon, Sylvia? Donc aujourd'hui, je répète, on a deux intervenantes. D'abord une présentation de Santé publique France par Sylvia Médina et ensuite Myriam Planck qui fera un témoignage pour le Grand Nancy sur la pollution de l'air extérieur. Sylvia, est-ce que c'est tout bon? Oui, oui, bonjour à tous. Donc, merci encore pour cette invitation pour vous présenter le sujet qui me passionne depuis plus de 20 ans.
qui est quel impact sur la santé de la pollution de l'air ambiant et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'air et qu'on puisse respirer un air sain. Après une très brève introduction, je vais faire un rapide parcours sur ce qu'on sait des effets sur la santé de la pollution et comment nous, par nos missions à Santé publique France, on peut vous proposer des outils d'aide à l'évaluation des politiques publiques pour réduire cette pollution. Donc, comme a dit Stéphanie, je travaille à Santé publique France et je coordonne le programme de surveillance air et santé qui a été créé en 1997. Donc, Santé publique France, c'est donc l'Agence nationale de santé publique. Nos missions sont mieux connaître, surveiller, expliquer, protéger et promouvoir la santé de population et intervenir en cas de crise sanitaire. Ça, vous l'avez vécu récemment. La pollution de l'air ambiant est un enjeu majeur de santé publique, aussi bien chez nous en France que dans le monde. Et il faut savoir que les risques pour la santé liés à la pollution sont susceptibles d'évoluer du fait des conditions climatiques d'abord, mais aussi des politiques mises en place pour réduire les émissions et aussi du fait de l'évolution des sources émettrices. Et c'est pour ça que en 1997, comme je vous disais, le programme de surveillance air et santé, qu'on appelle le PSAS, a été créé suite à la publication de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la LOR, qui date de décembre 96. Donc depuis, on a un programme de surveillance air et santé à Santé publique France. Quelques résultats du PSAS que je pense importants juste pour illustrer une question qui nous tient à cœur, c'est que se focaliser exclusivement sur les pics de pollution pour faire quelque chose ne suffit pas pour protéger la santé de la population. Et comme vous le voyez sur cette diapo, si on ne se fixe que le dépassement du seuil d'alerte et même le seuil d'information pour les PM10, l'impact sur la santé est minimal. Ici presque nul et comme vous le voyez ici, il est faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact sur la santé est surtout lié à une exposition à des faibles niveaux de pollution, mais sur la durée. Et je vais revenir sur ce concept de faible niveau d'exposition. C'est donc les effets à long terme, au jour le jour, qui sont importants et pas les pics de pollution en termes de santé. Donc, quels sont ces effets sur la santé? Il faut savoir que ils sont variables et ils dépendent évidemment de la durée d'exposition, de la pénétration plus ou moins profonde dans les poumons et du caractère oxydant et irritant de ces polluants. Il faut savoir que la nature causale du lien entre les indicateurs de pollution et la santé ont bien été établies et la figure de gauche, alors de droite, pardon, vous montre ce que l'agence des États-Unis de protection de l'environnement, le US EPA, a publié en 2019 disons, la robustesse de l'évidence des liens entre pollution et santé. Et pour les PM2,5 qui sont là sous mon curseur, les liens sont fortement établis, le lien de causalité est fortement établi, plus foncé est la couleur, plus fort est le lien. Et je vais revenir sur ces liens.
Depuis 1952 où on a eu un épisode majeur de pollution à Londres qui a fait plus de 4000 morts en une semaine, heu, dans cette ville, heu, on n'arrête pas d'étudier les effets sur la santé de la pollution et j'ai juste pris, pour préparer cette présentation, les résultats, sur, PubMed des publications des 30 dernières années, pardon. Et il y a, comme vous le voyez, plus de 4 millions de résultats, avec, les mots-clés que j'ai mis, en bas de l'écran et seulement les publications en langue anglaise. C'est pour vous dire que c'est un sujet qui est, fortement, étudié, en termes d'impact sanitaire. Et donc, pourquoi c'est un enjeu majeur de santé publique? La première chose, c'est, du fait de l'ubiquité de l'exposition. En termes de facteurs de risque pour la santé, vous connaissez bien le tabac, l'alcool, même, l'obésité par exemple, et il y a une possibilité d'action individuelle. On a le choix de boire ou pas de l'alcool, d'arrêter de fumer et de faire attention à ce qu'on mange, mais on ne peut pas, arrêter de respirer, donc c'est important d'agir sur, ce facteur de risque, mais au niveau collectif, parce qu'au niveau individuel, on peut faire peu de choses pour se protéger de cette pollution. Et comme je vous le montrais, on a de très, très nombreuses études qui montrent que la pollution est à l'origine ou aggrave des maladies respiratoires comme l'asthme, les bronchopneumopathies chroniques obstructives et le cancer du poumon. Au niveau cardiovasculaire, comme l'infarctus du myocarde et les maladies coronariennes, les AVC et les arythmies. Au niveau neurologique, et ça c'est plus récent, comme, les démences, tout type de démence et l'autisme. Au niveau endocrinien, comme le diabète et l'exposition pendant la grossesse peut conduire entre autres à des faibles poids à la naissance, heu ce qui suppose pour ces enfants de faible poids à la naissance, une vulnérabilité accrue, pour le reste de leur vie. Évidemment, dans les cas les plus graves, la pollution peut réduire l'espérance de vie et conduire au décès. Alors, je vous disais que même les faibles niveaux de pollution ont un effet sur la santé et c'est ce que vous montre cette diapositive. À gauche, il y a une analyse de cohorte européenne qui s'appelle ELAPS, qui vous montre que même à des faibles niveaux de pollution, que ce soit pour la mortalité totale ou pour la mortalité cardiovasculaire ou respiratoire, même pour de faibles niveaux de pollution, il y a un impact sur la santé. Alors à droite de cet écran, je vous montre une diapositive, une figure pardon, heu, dans laquelle, comme en France, on voit, qu'il y a une diminution, des concentrations de polluants dans l'air et on s'en réjouit depuis, qu'on a commencé à travailler dans ce domaine. C'est un fait, il y a pour certains indicateurs de pollution, il y a une baisse, des niveaux, ce qui pourrait conduire, aux décideurs à dire: «Ah ben, comme ça baisse, ben, c'est bon, ça suffit, heu, passons à autre chose» et je voulais vous montrer que même si les niveaux baissent, les effets sur la santé pour les mêmes périodes, ils ne baissent pas, tout le contraire et il faut, comprendre pourquoi. C'est que même s'il y a en quantité, moins de concentration dans l'air, des indicateurs de pollution, les impacts sur la santé ne baissent pas parce qu'il y a une toxicité, de ce mélange, qu'est la pollution et avec, cette composition, par exemple des particules, comme les, aérosols secondaires organiques, et d'autres, hein, là il y a juste quelques exemples. Il s'avère que même à de faibles niveaux de pollution, eh ben, les impacts sur la santé sont là et il faut essayer de continuer à réduire cette pollution.
Dans nos contrées, on a une difficulté à ajouter pour convaincre les décideurs d'agir sur ce facteur de risque, c'est que, heureusement, contrairement à Pékin et autres régions très polluées du monde, on ne voit pas la pollution à l'œil nu. On parle bien du tueur invisible, mais je voulais juste partager avec vous quelques photographies pour vous montrer que ces particules, elles rentrent bien dans notre organisme et sont présentes dans les cellules de notre organisme. Ici, vous avez une photo de particules de suie dans les cellules pulmonaires humaines. Ce sont ces petits points bleus que vous voyez là avec mon curseur, qui sont ces particules de suie dans les cellules pulmonaires. Dans cette diapositive, vous voyez dans les points signalés par mon curseur, la présence de particules dans l'épithélium bronchial humain. C'est un travail d'une collègue qui est toxicologue, Francine Marano, à l'université Paris 7. Et finalement, ici, vous voyez la présence de points noirs dans les macrophages alvéolaires chez l'enfant, qui sont les cellules de défense au niveau respiratoire. Donc c'est juste pour vous dire que même si à l'œil nu on ne le voit pas, il rentre bien dans notre organisme, cette pollution. Et comment elle agit sur notre santé? Comme vous avez vu, elle ne se limite pas à l'appareil respiratoire, elle rentre dans la circulation sanguine et de ce fait, elle peut aller dans n'importe quel organe de notre corps et au niveau cellulaire, elle agit par un mécanisme de stress oxydatif et une action pro-inflammatoire dans quelque organisme que ce soit. Après, au niveau du poumon, elle augmente la réactivité bronchique, elle réduit la capacité respiratoire. Il peut y avoir une croissance cellulaire anormale qui peut conduire au cancer du poumon et, in fine, elle peut conduire à la mort cellulaire. Donc, juste pour vous montrer qu'on étudie bien avec nos collègues toxicologues les mécanismes d'action de la pollution sur la santé. Et il y a eu même une déclaration conjointe d'une société savante internationale cardiologique pour montrer les mécanismes d'action de la pollution au niveau cardiovasculaire. En termes de santé publique, les impacts sont majeurs. Au niveau mondial, la pollution de l'air est le 4e facteur de risque de mortalité dans le monde. Ce n'est pas négligeable. En Europe, en 2019, l'exposition à long terme au PM2,5 était responsable de plus de 300 000 décès dans les États membres de l'Union européenne. Et j'ai fait exprès de prendre l'année 2019 parce que les 2 années suivantes, comme vous le savez, en termes de santé, nous avons un phénomène majeur qui peut, pour nous, biaiser la relation entre pollution et santé. Et donc, nous ne ferons pas d'analyse sur les années de la pandémie parce qu'il y a eu trop de facteurs qu'on appelle de confusion pour pouvoir étudier sereinement l'impact de la pollution sur la santé. Et dans notre pays, vous l'avez vu, nous l'avons publié, entre 2016 et 2019, nous avons estimé à près de 40 000 décès chaque année en lien avec l'exposition aux particules fines. Après, pour le deuxième volet de ma présentation, nous avons développé depuis la fin des années 99 un outil parmi d'autres d'aide à l'évaluation de l'impact sur la santé de politiques publiques. Et ce sont les évaluations quantitatives d'impact sur la santé. Ces évaluations sont à l'origine une méthode développée par l'Organisation mondiale de la santé qui permet d'estimer les bénéfices pour la santé qui peuvent être obtenus dans le cadre de différents scénarios d'amélioration de la qualité de l'air. Elle permet d'évaluer les impacts sur la santé d'une amélioration ou d'une dégradation de la qualité de l'air au sein d'une population. Et de ce fait, on peut objectiver le poids de la pollution dans une zone donnée, le fardeau que suppose la pollution sur la santé dans une région ou zone donnée,
les bénéfices pour la santé attendus de différents scénarios et ou les impacts potentiels d'actions visant à réduire les niveaux de pollution, et ceci afin d'aider les décideurs à planifier, mettre en œuvre et évaluer des mesures collectives permettant de mieux protéger la santé des populations. Depuis quelques années, nous collaborons avec l'OMS pour faire ces calculs d'évaluation quantitative d'impact sur la santé à l'aide d'un logiciel qui s'appelle RQ+, qui permet de calculer l'ampleur du fardeau et des impacts de la pollution sur la santé, comme on l'a vu, dans n'importe quelle région du monde. Elle permet de répondre à des questions comme quelle est la part d'un effet ou d'un impact spécifique sur la santé attribuable à la pollution, quel impact si le niveau de pollution avait été différent, généralement inférieur à celui observé, quelle ampleur du changement des effets sur la santé dans le futur si la pollution était modifiée par rapport à un scénario actuel. Et ce logiciel est gratuit et disponible en ligne. Alors nous, en France, on a souhaité partager cette méthode d'évaluation quantitative d'impact sur la santé. Alors évidemment, vous pouvez directement vous connecter, comme je vous montrais ici, au logiciel RQ+ de l'OMS et suivre les indications pour faire ce travail. Mais nous avons souhaité, depuis 3 ans maintenant, accompagner l'appropriation de cet outil d'évaluation quantitative d'impact sur la santé. Et pour cela, nous avons développé une formation qui est dans sa deuxième édition sous le format école des hautes études de santé publique, mais les 2 années précédentes, on l'avait fait à l'aide de l'ADEME pour accompagner justement les collectivités comme les vôtres pour s'approprier l'outil. Et cette année, la formation a lieu en octobre. Elle se déroule en 2 temps. Une journée et demie en distanciel les 9 et 10 octobre, dans laquelle on vous présentera le cadre législatif, les politiques publiques, les connaissances scientifiques, la notion d'évaluation quantitative d'impact sur la santé, les guides que nous avons développés à Santé publique France, sur un jour et demi en visio, comme on fait maintenant. Et puis, pour ceux qui sont intéressés à développer et mettre en œuvre une équise pour aider, par exemple, dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère ou d'un EPCI ou d'une ZFE, à mettre en œuvre une équise pour avoir des éléments quantitatifs pour l'aide à la décision. On se réunit à Rennes, à l'école des hautes études en santé publique, les 16, 17 et le matin du 18 octobre, pour vous présenter les fondamentaux nécessaires à la mise en œuvre d'une équisse avec des études de cas pratiques, avec les guides que nous avons développés à Santé publique France et en utilisant le logiciel RQ+, en présence de l'OMS à qui on pourra poser toutes les questions sur le logiciel RQ+. Cette année, 2 nouveautés par rapport à l'année précédente. Tout d'abord, en distanciel, on aura l'intervention d'Olivier Chanel du CNRS pour présenter comment on peut utiliser les équisses, donc évaluation quantitative d'impact sur la santé de la pollution, équisses PA, comment on peut les utiliser pour réaliser une évaluation économique, qui est un élément d'aide à la décision important. Également, en présentiel, on introduira la formation cette année avec une aide au traitement des données brutes dans Excel et le logiciel R pour pouvoir utiliser ces données dans les études de cas pratiques qu'on va intégrer dans le logiciel RQ+. Et ça, je pense que ça peut vous intéresser également. Notre collègue de l'Observatoire régional de santé Île-de-France, Sabine Host, qui a réalisé une équisse pour les ZFE, elle va faire une formation le mercredi 18 matin, une formation avec une étude de cas pratique pour réaliser une équite sur les ZFE mobilité.
Cette formation est ouverte et gratuite, elle est financée par la DGS et l'ADEME. Elle est adressée à tout le monde, mais notamment à ceux qui, voudraient l'utiliser pour, apporter des éléments d'aide à la décision. Mais comme je vous dis, elle est ouverte à tous et elle est gratuite. Et elle est le fruit d'un partenariat entre l'École des hautes études de santé publique, entre mon agence, l'ADEME, l'ORS Île-de-France, le CNRS, le DGEC du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et la Direction générale de la santé. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous incite vraiment fortement à vous inscrire à cette formation parce que vraiment notre souci aujourd'hui, c'est de partager le plus possible cet outil avec des acteurs comme vous. J'ai envoyé hier un message pour diffuser l'information sur cette formation. Donc, et les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Et malheureusement, les places sont limitées parce qu'on veut travailler correctement. Et on peut s'inscrire en distanciel seulement si vous êtes intéressé juste pour acquérir une culture générale. Et on peut s'inscrire en distanciel et présentiel. Et du coup, pour le présentiel, les places sont plus limitées. Et je vous incite fortement à vous inscrire et n'hésitez pas à revenir vers moi si je peux euh, dégager des questions ou des doutes sur cette formation ou sur autre chose. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Sylvia pour cette intervention et pour cette approche qui est à la fois qui nous permet à la fois de remettre le cadre et la qualité du travail sur les approches scientifiques et les approches médicales en termes d'enjeux sur la qualité de l'air extérieur. Merci beaucoup d'être venu nous présenter tout cela. Et pour ce que je retiens moi de l'intervention, c'est que finalement déjà les actions en matière d'amélioration de la qualité de l'air, on voit quand même qu'elles peuvent avoir un effet, puisqu'il y a déjà des effets mesurés. Alors, c'est peut-être dû à des changements de comportement, mais en tout cas, c'est aussi des politiques publiques qui permettent d'améliorer la qualité de l'air Et, globalement. et permettez-moi, Stéphanie, de Oui. vous interrompre parce que c'est surtout les politiques publics qui ont le plus grand impact. Il y a un éminent épidémiologue qui nous rappelait que les interventions politiques des 20 dernières années constituent le traitement médical le plus efficace qui a été observé aux États-Unis pour améliorer la santé des populations. Mm. Eh ben, c'est une conclusion d'autant plus importante et d'autant plus motivante. Et donc, non seulement c'est efficace, mais en plus, on a des outils aujourd'hui pour avoir des politiques encore plus ciblées et pouvoir les mesurer et les prioriser sur les polluants les plus impactants. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction et aussi pour mener cette formation à destination des différents intervenants de la qualité de l'air extérieur. On a quelques questions, Sylvia, si je Bien peux sûr. me mettre, elles sont dans le chat. On avait dit qu'on prendrait un temps avant l'intervention de Myriam pour répondre aux questions. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à tout, mais la première question venait de Marc Meyer du CEREMA. Peut-être en quelques mots, est-ce qu'il y a un lien entre pollution de l'air extérieur et allergie? Puisque c'est un sujet d'actualité aussi, les allergies. On est en pic allergique en ce moment. Est-ce que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre? Est-ce que vous vous sentez qualifié pour répondre à cette question? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une interaction entre pollution de l'air et allergie, et les deux affectent la santé. C'est beaucoup plus difficile d'étudier les allergies sur l'organisme, mais ça se fait. Sauf qu'on est beaucoup plus limité parce que les allergènes, ils arrivent de façon un peu séquentielle dans le temps.
et on ne peut pas isoler les effets de certains allergènes par rapport à d'autres, mais on prend en compte, quand on essaye d'attribuer l'impact sur la santé à la pollution, on essaye de prendre en compte dans les modèles la présence d'allergènes. Sauf que lorsqu'on veut faire l'inverse, c'est un peu plus compliqué méthodologiquement de ce fait que euh, on ne peut pas euh, isoler. Il y a certains allergènes qui arrivent à un moment donné, ils diminuent un petit peu, mais ils sont toujours là. Il y a d'autres qui arrivent et il y a des chevauchements qui sont assez difficiles à étudier d'un point de vue d'épidémiologie, par exemple. Merci, j'espère que cette réponse, c'est vrai, j'imagine que c'est éminemment complexe, déjà la qualité de l'air extérieur, c'est éminemment complexe, mais il y a Marc qui voulait ajouter une petite chose. Je laisse la parole, Marc. Oui, merci pour cette présentation qui était très très riche et puis extrêmement précise. C'était très très instructif. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que finalement, dans un contexte de qualité de l'air dégradée, est-ce que ça agit et ça peut avoir un impact justement sur des épisodes allergiques plus forts chez les personnes ou pas? En fait, c'est plutôt ça ma question. C'est-à-dire, est-ce que voilà, la qualité de l'air extérieur va favoriser ou aggraver des allergies chez les individus ou pas, quoi? Ou est-ce que c'est pas encore un sujet traité ou voilà. Alors, je ne peux pas vous répondre exactement à cette question parce qu'on l'a pas, nous en tout cas, on ne l'a pas étudié. On a juste cette notion que dans l'air, il y a les polluants chimiques et il y a les polluants biologiques, ça c'est évident, et qu'ils interagissent entre eux. Et nous sommes capables d'étudier ce mélange complexe par certains indicateurs. Donc c'est pour ça que dans nos modèles, on essaye aussi d'introduire des indicateurs allergéniques aussi bien que de chimiques, mais le fait que la pollution chimique aggrave l'impact des polluants biologiques, cette question, je ne peux pas vous répondre. Ça mériterait peut-être Marc, ça mériterait peut-être un webinaire dédié à ce sujet. On avait d'autres questions, je vais les prendre dans l'ordre. On laissera peut-être la parole à Lilian Le Goff juste après. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Malika Swada nous demandait aussi, alors là c'est un peu je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre Sylvia, mais est-ce que vous avez entendu parler d'un projet de réglementation de carbone SUI dans l'air ambiant? Je n'ai pas entendu parler, mais comme Madame Swada, je souhaiterais bien qu'on le réglemente. Sur ce sujet, je pense qu'on va en rester sur cette réponse. Il y a quand même une question pratique aussi de Malika Swada ciblée sur la formation. Est-ce que vous avez prévu déjà, d'ores et déjà, d'autres sessions en présentiel? Vous avez annoncé les dates, je ne les ai plus sous les yeux, mais il me semble que c'était en octobre. Est-ce qu'il y en a d'autres C'est qui sont prévues? malheureusement, on ne peut pas, par rapport à notre travail, on n'a pas vocation à faire que de la formation. Et par rapport à notre charge de travail, on ne fait qu'une séance annuelle et ça sera bien vous avez dit en présentiel, ça sera les 16, 17 et du 8 octobre, mais il aura fallu suivre en distanciel le 9 et 10 octobre, le 9 matin et le 10 octobre matin et début d'après-midi. Ça ne sera pas très long, mais on pensait que l'année dernière, on l'avait fait en plus court, mais c'était un peu dense et les personnes qui ont participé nous ont demandé de prendre un petit peu plus de temps pour que ça soit pas si dense. Donc c'est pour ça que c'est proposé. L'année dernière, c'était 1 et 2 jours. Cette année, c'est 1 jour et demi et 2 jours et demi. Et il y a une séance. Il n'y en aura Mm. pas malheureusement d'autres par manque de temps de Mm. notre part. Donc vous faites l'appel, enfin, l'annonce de la formation dès le début du mois de juin, justement pour que les gens aient le temps de s'organiser et de Voilà, réserver voilà. leur Et agenda. nous après, quand on a beaucoup de demandes, on essaye de vraiment qu'il y ait le plus de variété d'acteurs locaux possible. Et en 2024, vous prévoyez de faire c'est une action pérenne, ces formations?
Alors, c'est en discussion pour le moment. C'était prévu, avec, le financement de l'ADEME et de la DGS, c'était prévu sur 2 ans. Donc, celle-ci, c'est la deuxième année. Mais, vu le succès qu'on a eu l'année dernière, on espère que cette année, ça sera aussi, heu, bien reçu. On espère que, les partenaires, seront intéressés pour la prolonger. On l'espère en tout cas. D'accord. On va prendre la question de monsieur Lilian Le Goff. Je vais vous la laisser, poser à l'oral concernant la Oui, sensibilisation des hauts fonctionnaires. oui, mais du coup, je vais d'abord remercier, chaleureusement la présentation et cette annonce de formation qui m'intéresse au plus haut point. Alors, vous venez déjà de répondre à une question subsidiaire, à savoir est-ce qu'il y aura plusieurs sessions, chaque année? Enfin, disons, au-delà de 2023, est-ce qu'il y en aura en 2024 et cetera? Et notamment, pour les EPCI et j'habite Lorient et à Lorient-Agglo, nous avons un diagnostic local santé-environnement déjà depuis quelques années et actuellement, il y a 2 plans d'action, heu, sta qualifiés de stratégiques d'ailleurs en santé, environnement et préservation de la biodiversité et votre formation est une aide précieuse aux prises de décision et à l'action, hein et donc je vais répercuter tout de suite, l'information, aux responsables, du dossier, prévention santé environnement de Lorient Agglo, hein et ensuite, je me mettrai en relation avec vous pour eux ou eux prendront directement, contact avec vous Bien sûr. et ça, c'est extrêmement précieux et merci d'ailleurs, de mettre en œuvre des formations, on en a le plus grand besoin. Alors, il y a les collectivités locales, évidemment, qui sont en première ligne et c'est très important, mais il y a aussi tout ce qui chapeaute, le tissu, territorial, hein, des collectivités, à savoir les administrations, les préfectures, dans tout ce qui est le relais de l'État et là, on a eu un exemple très concret, plus que de passivité, de non-réponse à des alertes que l'on signalait à la préfecture de région, Bretagne, lors du 1er confinement Covid, hein, où là tout était à l'arrêt, vraiment tout. Il y avait plus du tout de circulation, les industries aussi étaient au ralenti et néanmoins à cette époque-là, on a eu affaire à un pic majeur, de pollution, aux particules fines et là, il n'y avait pas d'autre explication que les épandages du lisier où Bien sûr. on épandait massivement tout ce qu'on avait stocké, durant l'hiver et donc on avait, tout de suite enfin on les structures, nature environnement de Bretagne, Bretagne vivante, Rivière de Bretagne, à la préfecture de région pour prendre des mesures urgentes, pour, s'adresser aux agriculteurs en disant d'arrêter momentanément que le pic, ne descende, même si les pics n'expliquent pas toutes les pathologies, vous l'avez très bien expliqué. Il y a aussi l'exposition, chronique qui est aussi importante, d'accord? Mais, il faut quand même faire quelque chose au moment des pics et puis ne serait-ce que pour sensibiliser les acteurs qui, sont à l'origine des pollutions. Or beaucoup d'agriculteurs, je dis en toute innocence entre de gros guillemets, sont pollueurs, y compris, avec les particules fines. Ils le savent pas du tout, hein, donc il y a des mesures comme on le fait pour les automobilistes où il s'agit de limiter la vitesse sur les périphériques lorsqu'il y a des pics de pollution. Les industriels aussi le sont sensibilisés, mais le secteur agricole qui est le troisième secteur important de pollution de l'air, Tout à fait, périodique comme ça, tout à voire fait, chronique, eux sont pas du tout concernés et tout à là, fait. l'État a un rôle à jouer, au moins de sensibilisation par des mesures, ponctuelles lorsqu'il y a des pics. Donc votre formation, je reviens à votre formation, pourrait aussi être très très utile et précieuse vis-à-vis des hauts fonctionnaires au sens large du terme. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, Oui. heu c'est pour ça que la première partie en distanciel est plutôt dédiée à ce type de public, heu, Ah oui, pour curiosité stative. sensi Oui, oui. pour et connaissance, hein, parce que je vais aussi présenter les effets sur la santé, D'accord, les enjeux et c'est plus pour sensibiliser les décideurs. C'est cette 1re, fo partie de la formation en distanciel, elle est, pour sensibiliser les décideurs, en plus des acteurs, qui vont pouvoir mettre en œuvre une équipe. C'est pour ça qu'elle est plus large. On a, je pense, presque le double de capacité pour accueillir en distanciel, d'accord. que, c'est justement pour accueillir,
les décideurs. Et vous avez raison de le signaler. Si je vous ai dit les pics de pollution, ce n'est pas un enjeu de santé publique, c'est la pollution de tous les jours. Par contre, c'est bien un outil de sensibilisation au problème. Mmh. Et c'est bien pour sensibiliser des acteurs nouveaux, entre guillemets, comme les agriculteurs, justement par ce que vous venez de nous expliquer. Et parce que aussi, et peut-être que ça répond un peu en partie à la question précédente de Monsieur Meyer, on sait que la pollution de l'air est à l'origine ou aggrave des pathologies préexistantes. Euh, on, on sait que des personnes qui n'auraient pas euh, d'autres maladies euh, à cause de la pollution, elles les ont. Et par rapport à la sensibilisation aux effets allergiques, la pollution a un rôle comme dans l'augmentation de la vulnérabilité ou sensibilité des personnes à développer des symptômes et des maladies. Ça, on le sait. Pour le Covid, on nous a demandé si la pollution avait un lien direct avec le Covid. Ce lien direct, nous, on ne peut pas l'étudier à cause de tous ces facteurs que je vous disais tout à l'heure qui sont intervenus pendant la pandémie, qui empêchent d'étudier sereinement le lien direct qu'il pourrait y avoir avec la pollution. Mais par contre, on sait pertinemment que la pollution rend les gens plus fragiles. Et en les rendant plus fragiles, elles diminuent leur immunité et du coup, elles peuvent développer des infections, des allergies et d'autres maladies. Merci Sylvia, merci pour cette précision. Et effectivement, il y a plein de choses à voir sur le sujet de la qualité de l'air extérieur. On n'aura pas le temps de voir tout aujourd'hui. Je vois qu'il y a une question sur la pollution intérieure aussi. Alors Donc, là, je pense que la meilleure chose, je vous oui, proposerai, pour la pollution intérieure, je vous proposerai d'inviter ma collègue Marion Hulin qui travaille spécifiquement sur cette question et ça sera un café très riche, je vous le promets. oui. Bon, alors, on se réserve d'autres créneaux. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On arrive déjà à la fin officielle, enfin prévue de notre timing, mais on avait bien prévu d'écouter le témoignage de Myriam Planck. Myriam qui a déjà répondu sur le chat, mais je la laisserai s'exprimer à l'oral. Donc le témoignage de Myriam, c'était plutôt sur cette partie en tant qu'utilisatrice, que personne formée pour une collectivité territoriale à l'EQIS. Myriam, est-ce que je peux vous laisser la parole pour la partie témoignage et peut-être compléter avec ce que vous avez mis sur le chat? Oui, est-ce que Donc un témoignage juste pour cadrer, pour que les participants sachent, on avait prévu donc environ 10 minutes de témoignage et après on continuera avec les questions pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup Myriam, je vous laisse la parole. Oui, alors ce que j'ai juste complété dans le chat par rapport à la discussion précédente, c'est que lorsqu'on a un pic de pollution, donc on a un arrêté préfectoral qui est pris avec un communiqué et donc pic de pollution en particules fines, il y a bien une information qui est à destination des agriculteurs. Pour ce qui est de mon retour d'expérience, donc effectivement, j'ai eu l'occasion de participer à une formation EQIS comme ce que Sylvia vient de vous présenter. Donc, je vais revenir un peu sur l'historique de tout ça. Tout d'abord, me présenter. Myriam Planck, donc je suis chargée de mission développement durable à la métropole du Grand Nancy. Et je m'occupe plus précisément de tout ce qui concerne la qualité de l'air et aussi les nuisances sonores. Alors, sur le Grand Nancy, les polluants les plus préoccupants, c'est, comme dans la plupart des grandes agglos, les particules fines, PM10, PM2,5, mais également les oxydes d'azote et puis l'ozone. Avec deux sources majeures chez nous, le chauffage au bois, qui émet un tiers des particules fines, et puis le trafic automobile qui émet la moitié des oxydes d'azote et un quart des particules fines, et qui est un déclencheur de la formation d'ozone. Ces 10 dernières années, la qualité de l'air s'est bien améliorée sur le territoire du Grand Nancy, mais on a encore des pics de pollution qui apparaissent de façon ponctuelle. Et puis, nos
concentrations de polluants qui sont toujours supérieures au seuil préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui nous manquait sur le territoire, c'est que voilà, on travaille sur la qualité de l'air, on avait des données et des études sur le lien entre air et santé au niveau international, national. On n'avait pas de données au niveau local. On ne savait pas, voilà, sur le Grand Nancy aujourd'hui, la pollution de l'air, ça fait quoi en termes de santé. Du coup, on a été approché par Santé publique France et l'ADEME pour nous proposer de participer à cette formation sur les évaluations quantitatives d'impact sur la santé des particules fines, de la pollution atmosphérique, pardon. Et puis, on a accepté voilà, de participer à cette formation parce que ça correspondait bien à nos problématiques, voilà, ce dont je viens de parler. Alors, j'ai suivi la formation, donc, puisque au sein du Grand Nancy, c'est moi qui l'ai faite. J'ai suivi la formation en novembre 2020. Voilà, j'ai été formée par Santé publique France et l'ADEME à l'utilisation du logiciel RQ+, et aux EKIS. Ensuite, j'ai bénéficié, toujours dans cette même démarche, j'ai bénéficié d'un accompagnement par un bureau d'études de février à septembre 2021 qui nous était mise à disposition, on va dire, par Santé publique France et l'ADEME pour nous aider à définir notre projet, à choisir le type d'équipe qu'on voulait faire, nous accompagner aussi sur la méthodologie. Donc, un accompagnement de 6 mois qui a été vraiment super bénéfique, qui m'a permis de continuer à me former sur l'utilisation du logiciel tout en n'étant pas lâchée dans la nature, quoi, en ayant quelqu'un qui puisse répondre à toutes mes questions et m'aider à utiliser ces équipes de la meilleure façon pour notre territoire et nos problématiques à nous. Donc ça, c'était vraiment super. Ensuite, d'octobre 2021 à février 2022, j'ai réalisé donc la première EKIS de la métropole du Grand Nancy, qui était une EKIS mesurée. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails techniques. En fait, l'objectif, c'était de déterminer le fardeau de la pollution atmosphérique sur le territoire, c'est-à-dire actuellement, on ne respecte pas les seuils préconisés par l'OMS. Quels impacts ça a sur notre territoire en termes de mortalité, nombre de cas d'asthme, d'hospitalisation pour cause cardiovasculaire, par exemple, de maladie de Parkinson. Il y a tout un tas d'indicateurs de santé qui sont liés à la pollution de l'air et qui peuvent être traduits grâce au logiciel. Donc, lorsque j'ai réalisé cette EKIS, je me suis entourée d'un comité de pilotage avec pas mal d'experts santé, puisque moi, j'avais le côté technique, l'utilisation de logiciels. J'avais aussi l'expertise qualité de l'air, même si Atmo participait aussi au comité, puisqu'ils sont encore plus spécialistes sur les questions de qualité de l'air. Mais je n'avais pas du tout de connaissances ou d'expertise, on va dire, sur ce qui est santé publique et santé tout court. Donc, ça me paraissait vraiment super important de m'entourer de personnes qui avaient ces compétences-là. Donc, dans le comité, il y avait Santé publique France, il y avait l'Observatoire régional de la santé, l'ARS également, l'Université de Lorraine, le CHU de Nancy. Et donc, ces personnes-là m'aidaient en fait à savoir si les chiffres que je sortais du logiciel, ils étaient pertinents, ils étaient importants à communiquer, si sur notre territoire, c'était une problématique qui était importante ou non. Donc, c'était vraiment complémentaire avec l'outil sur lequel j'avais été formée.